Commencer cette soirée, vous êtes venus très nombreux pour un thème qui est sur la physique actuellement. Donc, notre conférencier est très très content de vous voir ici. Bien écoutez, nous avons actuellement le plaisir d'avoir dans nos locaux une école d'été qui est animée par un laboratoire d'excellence de Sorbonne Université qui s'appelle Paralab. Place à part. Plasma à Paris, pardon. Et donc cette école d'été en fait accueille des étudiants de master, si j'ai bien compris, avec pour objectif justement de faire mieux comprendre à ces étudiants quelle est la diversité des plasmas en fait. Et donc Michael Grech, qui est enseignant dans cette école d'été, a accepté aujourd'hui de nous présenter sa thématique de recherche, de nous la faire partager à un niveau grand public, nous espérons. Michael Grech est CNRS, chargé de recherche au CNRS. Il travaille dans le laboratoire LULI, des lasers intenses, qui est dans les locaux de l'école polytechnique de Palaiseau. Et cette école d'été, ça fait 3 ans qu'elle vient dans les locaux, ça fait 3 ans qu'il participe à l'enseignement. Donc aujourd'hui, il va nous parler de son thème de recherche sur les lasers Apollon. Voilà, sur le laser Apollon. Et donc qui a pour ambition, je crois, d'être l'un des plus puissants au monde. Donc voilà, je vais vous laisser le temps de parler. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à tous. Donc, en effet, ce soir, je vais vous parler du laser Apollon, des lasers et de l'interaction laser-plasma, de la physique de l'extrême. Donc, les lasers, vous connaissez tous certainement ce dont il s'agit, puisque cette technologie, depuis 50 ans, marque notre quotidien. On retrouve des lasers dans la vie courante pour la lecture de disques DVD, mais aussi pour la lecture de codes barres, ou enfin dans les fibres optiques qui envahissent nos foyers en télécommunication. Le laser est également utilisé dans l'industrie et la médecine. Dans l'industrie, il permet des mesures de distance extrêmement précises, le traitement de surface, la découpe et l'usinage, et il permet d'atteindre des niveaux de précision tels qu'on va même aller jusqu'à graver des microprocesseurs à l'aide du laser. En médecine, on retrouve le laser dans de nombreux domaines, ophtalmologie, dans le dentaire et également en dermatologie. Moi, ce qui va m'intéresser, ce que je souhaite vous présenter ce soir, c'est de vous présenter le laser comme un formidable outil pour la recherche. Alors, le premier laser à avoir fonctionné dans le visible a été développé par Theodor Meimann en 1960, et vous en voyez ici une photo. Depuis, on retrouve les lasers dans de nombreux laboratoires de recherche. La technologie laser a été centrale pour la découverte des ondes gravitationnelles. On va utiliser également des lasers pour refroidir la matière à des températures très proches du zéro absolu. On va même utiliser des lasers pour, au contraire, chauffer ou comprimer la matière. Ainsi, on va atteindre des conditions de température et de pression telles qu'on va pouvoir reproduire dans nos laboratoires le cœur des planètes, le fer tel qu'on le trouve au cœur de la Terre, par exemple. On va pouvoir tellement chauffer la matière, tellement la comprimer, qu'on va pouvoir aussi recréer des conditions assez similaires à ce qui se passe au centre du Soleil. Et c'est le projet Laser Mégajoule, par exemple, que d'essayer de recréer en laboratoire la fusion thermonucléaire. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un type de laser particulier qu'on appelle laser impulsionnel de puissance, et notamment d'un laser bien particulier qui est le laser Apollon, un laser pour la physique en lumière extrême. Alors, je remercie les amis du laboratoire Arago de me donner l'opportunité de présenter ce travail, et je vous remercie tous d'être ici ce soir. Donc, au programme de la soirée, je vais déjà présenter ce qu'est un laser et ce qu'est la matière, parce que mon domaine de recherche, c'est l'interaction laser-matière, et notamment l'interaction laser-plasma. Donc, je vous présenterai notamment qu'est-ce que la lumière, comment un laser fonctionne. On verra ensuite
quelle est la structure de la matière et qu'est-ce qu'un plasma, vu qu'on va parler essentiellement d'interaction laser-plasma. Je présenterai ensuite la recherche en interaction laser-plasma, non pas un cadre général, mais plutôt les activités que nous développons au sein de mon laboratoire, qui est le laboratoire d'utilisation des lasers intenses, pour faire court, le LULI. Et notamment, je parlerai de l'installation laser Apollon, qui est une infrastructure de recherche qui va ouvrir de nombreuses applications qui vont de l'accélération de particules à la physique en lumière extrême. Et enfin, je donnerai quelques conclusions. Donc commençons par une introduction générale sur ce qu'est un laser et ce qu'est la matière. Il faut commencer par savoir que la lumière est une onde électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière est en fait une perturbation périodique des champs électriques et magnétiques. On sait que la lumière est une onde électromagnétique depuis que James Clerk Maxwell, un physicien écossais, a développé les équations dites équations de Maxwell, qui décrivent comment une perturbation du champ électrique et magnétique peut se propager dans le vide. Et ce qu'il trouve, lorsqu'il regarde ces équations, c'est que ces perturbations ne peuvent se propager qu'à une vitesse bien définie, dénotée par la lettre C, qui est de 300 000 km par seconde, et qui n'est autre que la vitesse de la lumière. Alors quand on a une onde, il y a un paramètre important, une quantité importante qui va décrire cette onde, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde d'une onde électromagnétique est la distance entre deux crêtes de maximum du champ électrique. Alors pourquoi cette longueur d'onde est-elle si importante? Parce que pour une onde électromagnétique, la longueur d'onde va définir la couleur de cette onde électromagnétique, la couleur de la lumière. L'œil humain n'est sensible qu'à des lumières qui ont une longueur d'onde entre 400 et 700 nanomètres, un nanomètre étant un milliardième de mètre. Le bleu correspond à des longueurs d'onde assez courtes, donc des variations rapides de nos champs électriques et magnétiques sur des distances de 450 à 490 nanomètres. Le rouge va correspondre à des variations plus lentes et donc à des longueurs d'onde plus grandes. Bien sûr, l'œil n'est sensible qu'à un type particulier de lumière, entre 400 et 700 nanomètres, typiquement entre le violet et le rouge. Mais ce qu'on appelle le spectre électromagnétique est bien plus large. Si l'œil n'est sensible qu'à ces longueurs d'onde, il existe tout un tas de types différents d'ondes électromagnétiques pour lesquels que l'œil ne pourra pas voir. C'est par exemple le cas du rayonnement ultraviolet, qui correspond à des longueurs d'onde plus courtes, ou encore des rayonnements X et gamma. Les rayonnements X étant utilisés par exemple en imagerie médicale, et les rayonnements gamma étant produits par exemple lors de réactions nucléaires. Donc, de la même façon que l'œil n'est pas visible aux plus courtes longueurs d'onde, il n'est pas sensible non plus aux très grandes longueurs d'onde. C'est notamment le cas du rayonnement infrarouge, qui correspond à des longueurs d'onde plus grandes que pour la couleur rouge, ou encore les micro-ondes ou les ondes radio. Alors par exemple, pour le laser Apollon, qui va émettre une impulsion de lumière, la longueur d'onde va se trouver dans le très proche infrarouge, à 1 micromètre, donc 1 millionième de mètre, et ne sera pas visible par l'œil humain. Alors, le laser, vous le savez, c'est une source de lumière, mais c'est une source de lumière bien particulière, on parle de lumière ordonnée. Alors, quelle est la différence entre une ampoule à incandescence et un laser? C'est que l'ampoule à incandescence va émettre des ondes électromagnétiques dans toutes les directions et avec un très grand spectre de couleurs qui vont de l'ultraviolet à l'infrarouge. Le laser, lui, va émettre des ondes électromagnétiques avec une couleur bien définie, dans une direction bien définie. Alors, pour un laser particulier, on aura une longueur d'onde dominante, donc une couleur particulière pour ce laser, mais en utilisant différents types de lasers, on va pouvoir bien sûr générer différentes couleurs. Alors la question c'est comment le laser fonctionne-t-il? Bien, pour créer un laser, il faut savoir que le processus
de base du fonctionnement du laser est un processus dit purement quantique. C'est-à-dire que c'est un processus physique qui ne peut être décrit que dans le cadre de la mécanique quantique. La mécanique quantique est une théorie qui a été développée au début du XXe siècle pour expliquer le monde de l'infiniment petit, le monde du microscopique, des atomes et des molécules. Et ce que nous dit la mécanique quantique, entre autres, c'est que par exemple, un atome ne peut exister que dans des niveaux d'énergie bien définis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un atome, typiquement, pourra, plus précisément l'électron dans l'atome, pourra avoir un niveau d'énergie donné, appelons E0. Ce niveau d'énergie, qui correspond au niveau d'énergie le plus bas, on va l'appeler état fondamental de l'atome, et c'est dans cet état qu'un atome se trouve s'il est isolé du reste du monde et reste longtemps sans être perturbé. Ce que nous dit la mécanique quantique, c'est que l'électron dans l'atome ne pourra pas avoir n'importe quelle énergie. L'énergie auquel pourra se trouver cet électron va être définie par des niveaux. Et ici, j'ai présenté deux niveaux, donc ce niveau qui est l'état fondamental, mais je peux avoir mon atome également dans un niveau d'énergie E1, qu'on appellera niveau d'énergie excité. Donc l'atome sera excité. Et notre atome pourra être dans l'un ou l'autre niveau, mais ne pourra pas avoir d'énergie correspondant entre E0 et E1, si vous voulez. Donc on quantifie l'énergie possible pour l'atome, d'où le terme de mécanique quantique. Ce que dit également la mécanique quantique, c'est que la lumière elle-même va être émise en grains de lumière. Des grains de lumière que Einstein a appelés quanta de lumière, quanta d'énergie, plus petite quantité d'énergie possible. Ce grain, on l'appelle aujourd'hui un photon. Alors, ce qu'il y a, c'est lorsqu'un photon d'énergie E1 moins E0 arrive sur un atome qui est dans son état fondamental, ce photon peut être absorbé. L'atome va alors être porté à un niveau d'énergie excité, et ce mécanisme est appelé absorption, parce qu'on a absorbé un photon de lumière par notre atome. De la même façon, un atome qui est dans son niveau d'état d'énergie, d'état excité, peut se désexciter, retomber dans son niveau d'énergie fondamentale, et il émettra alors un photon d'énergie E1 moins E0. Alors ces deux processus, l'absorption et ce processus qui est appelé processus d'émission spontanée, ont été compris très tôt dans le développement de la mécanique quantique. Un processus qui a apparu plus tard et qui est au centre du fonctionnement du laser est le suivant. Lorsqu'un photon d'énergie E1 moins E0 arrive sur un atome qui est excité, notre atome va pouvoir être désexcité et on va avoir, en plus du photon incident, émission d'un deuxième photon. Et il se trouve que ce photon est le clone parfait du photon incident. C'est-à-dire qu'ils vont avoir exactement la même longueur d'onde et vont partir exactement dans la même direction. On a ainsi cloné notre photon. Et ce processus, qui est l'émission stimulée, a été proposé en 1917 par Albert Einstein et est vraiment au centre du fonctionnement du laser. Alors maintenant, comment arrive-t-on à construire un laser? Pour cela, il nous faut trois choses. Il nous faut ce qu'on appelle un milieu amplificateur. Ça peut être un cristal ou un gaz, mais c'est un milieu qui va contenir des atomes qui vont pouvoir donner place au processus d'émission stimulée. On a besoin d'une source d'énergie également pour notre laser. Cette source d'énergie, on appelle ça pompage optique, ça peut être soit un autre laser, soit des lampes. Et l'idée, c'est que ce pompage va apporter l'énergie pour porter nos atomes de leur niveau fondamental à un niveau excité. Enfin, on a besoin de miroirs pour former ce qu'on appelle une cavité laser. Alors comment le laser fonctionne? Mais c'est très simple. Imaginons que cet atome se désexcite par émission spontanée. Il va émettre un premier photon. Notre cavité laser va permettre de réinjecter ce premier photon dans le milieu amplificateur. De sorte que quand le photon rentre dans le milieu amplificateur, il va pouvoir rencontrer des atomes dans leur état excité et induire
le processus d'émission stimulée. On se retrouve ainsi, de 1, on passe à 2 photons, qui sont, je le répète encore une fois, des clones parfaits l'un de l'autre. De 2 photons, on va pouvoir passer à 4 photons, et ainsi de suite. Et on pourra amplifier notre signal lumineux en faisant de la sorte, en clonant de plus en plus de photons. Alors là, on a notre signal lumineux qui est dans la cavité. Il va falloir extraire le signal de cette cavité pour former le faisceau laser. Comment fait-on? Il suffit simplement de traiter un miroir pour laisser passer quelques photons. Et ainsi, on aura notre faisceau laser qui est créé. Et c'est sur ce processus même que sont basés l'ensemble des lasers. Et d'ailleurs, le mot laser est en fait un acronyme pour quelque chose qui en anglais, en français, pardon, veut dire amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement. Et c'est sur ce processus-là qu'est basé le premier laser que je vous avais montré un peu plus tôt. Ici, vous en voyez la qualité laser. Premier laser à avoir fonctionné dans le domaine visible. Ce que vous voyez en rosé ici, c'est justement le milieu amplificateur. Autour, une lampe qui va permettre de pomper ce milieu. Et vous avez là la qualité du premier laser de Theodor Meiman. Alors les lasers, par exemple, comme ce pointeur, vont pouvoir émettre des ondes continues. Donc ils vont délivrer de l'énergie lumineuse de manière continue. C'est le cas de ce pointeur laser. Dans mon domaine de recherche, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle des lasers impulsionnels. Les lasers impulsionnels vont nous permettre d'émettre non pas l'énergie de façon continue, mais en impulsion, comme ici. Alors, l'intérêt, je vais vous le montrer un peu plus tard, c'est qu'on va pouvoir atteindre, grâce à ces lasers impulsionnels, des puissances extrêmement grandes. Donc, notre laser impulsionnel va fournir une impulsion, et l'impulsion aura une durée donnée, qui correspond en gros à la taille de l'onde électromagnétique dans sa direction de propagation, divisée par la vitesse de la lumière, vu que cette onde se déplace à la vitesse de la lumière. Alors les durées d'impulsion disponibles sont assez larges. Par exemple, au Lully, nous avons ce laser Lully 2000 qui envoie une impulsion de 1 nanoseconde, c'est-à-dire 1 milliardième de seconde. Pour nous, c'est ce qu'on va appeler une impulsion longue. Apollon, lui, va nous permettre d'atteindre des durées d'impulsion bien plus brèves, de l'ordre de 15 femtosecondes, donc 15 millionièmes de nanoseconde, 15 millionièmes de milliardième de seconde. Alors bien sûr, comme vous envoyez des impulsions courtes, vous pouvez en envoyer plus ou moins par minute, par heure ou par jour. Tout dépend en fait de ce qu'on appelle le taux de répétition. Sur l'installation Lully 2000, on va pouvoir typiquement envoyer 4 à 6 impulsions, on parle de tir laser, faire 4 à 6 tirs par jour. Avec le laser Apollon, on pourra monter jusqu'à 1 tir par minute, typiquement. Ce qui sera intéressant parce que comme ça, les expérimentateurs pourront accumuler un grand nombre d'expériences et avoir une très bonne statistique dans leurs mesures. Alors ce qui définit le taux de répétition, c'est d'une part la technologie utilisée, mais aussi l'énergie qui va être délivrée dans chaque impulsion laser. Par exemple, sur Lully 2000, on va délivrer par impulsion laser 1000 joules. Le joule étant l'unité de mesure, une unité de mesure de l'énergie, et un joule correspondant typiquement à l'énergie nécessaire pour allumer une ampoule LED de 1 watt pendant 1 seconde. Sur Apollon, on va envoyer un peu moins d'énergie. Alors, ces énergies ne semblent pas être très grandes, je l'avoue, c'est vrai. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que cette énergie va être délivrée pendant un temps extrêmement court, le milliardième, ou le millionième de milliardième de seconde. Donc qu'est-ce qui va être très grand? Ce n'est pas tant l'énergie délivrée que la puissance. La puissance étant l'énergie délivrée divisée par la durée sur laquelle on va délivrer cette énergie. Comme on a des lasers impulsionnels ultra courts, on va atteindre des puissances records. Par exemple, sur Lully 2000, on va avoir des puissances de l'ordre de 1000 gigawatts. Sur Apollon, on va atteindre les 10 pétawatts.
10 pétawatts, c'est 10 millions de milliards de watts. 10 millions de gigawatts, en sachant que 1 gigawatt est typiquement la puissance d'un réacteur nucléaire. Donc vous comprenez là que si vous voulez avoir une énergie qui ne soit pas trop extrême, vous devez maintenir cette puissance, vous ne pouvez la maintenir que sur des temps très courts. C'est aussi notre façon de voir les choses. Maintenant, pour nos applications et pour l'interaction laser-plasma, il n'y a pas que la puissance qui est importante, il y a également ce qu'on appelle l'intensité. Et pour arriver à des intensités d'éclairement extrêmes, comment fait-on? Eh bien, on va faire comme Tintin pour allumer la pipe du capitaine Haddock. On va focaliser la lumière. Alors Tintin le fait à l'aide d'une lentille, on pourrait le faire, mais pas avec Apollon. Pourquoi? Parce que le faisceau, l'impulsion laser d'Apollon est tellement puissante qu'elle ne pourrait pas se propager au travers d'une lentille sans la détruire. Même, l'impulsion est tellement puissante qu'on ne peut pas la propager dans l'air. Il y aurait des effets de l'interaction avec l'air qui détruiraient totalement l'impulsion du laser et peut-être même le laser. Donc, du moment que l'impulsion laser Apollon est formée, on va la transporter dans le vide. Et l'ensemble des expériences que nous allons réaliser vont être réalisées dans des champs d'expérience sous vide. Aussi, pour focaliser la lumière, plutôt que de passer au travers d'une lentille, on va faire réfléchir l'impulsion Apollon sur un miroir qui va permettre de concentrer toute la puissance, toute l'énergie du laser dans ce qu'on appelle une tâche focale sur une zone éclairée d'une taille de quelques micromètres, donc quelques millionièmes de mètres. Il s'agit en gros de la taille de l'épaisseur d'un cheveu. Et toute notre énergie va être focalisée au centre-champ, ici, sur des tailles de quelques microns. Dès lors, on va avoir des intensités, c'est-à-dire puissance par unité de surface éclairée, monstrueuses, et littéralement monstrueuses. Avec Apollon, par exemple, on va avoir des intensités de 10 puissance 22 à 10 puissance 23 watts par centimètre carré. C'est-à-dire un 1 avec 22 ou 23 zéros derrière, en watts par centimètre carré. Et il faut savoir que la puissance, l'intensité lumineuse du Soleil sur Terre est inférieure à 1 watt par centimètre carré. Donc vous comprenez qu'à ces intensités-là, il va se passer des choses extrêmement intéressantes pour nous, spécialistes de l'interaction laser-matière et surtout de l'interaction laser-plasma. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plasma? On va y arriver. On y arrive. Donc, vous connaissez certainement les 3 états habituels de la matière, le solide, le liquide ou le gaz. Le plasma, ça va être le 4e état de la matière. Donc, un solide, ici, je vous présente typiquement, c'est un cristal de glace. À quoi le reconnaît-on? On le reconnaît ici aux molécules constituées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Donc, c'est une molécule d'eau, H2O, de l'eau. Sous forme solide, l'eau se trouve dans cette structure où les molécules sont figées et on a des fortes liaisons qui maintiennent une structure cristalline à l'eau. C'est le cristal de glace. Quand on va chauffer ce solide, chauffer la matière, c'est-à-dire donner une agitation aux molécules. Quand on va passer les 0 degrés, l'agitation est telle qu'on va casser cette structure cristalline, on va se retrouver avec de l'eau liquide où nos molécules d'eau peuvent bouger librement. Si l'on chauffe encore plus l'eau, qu'on va au-delà de 100 degrés, on va avoir un gaz dans lequel les molécules n'interagissent que très peu entre elles et peuvent bouger librement, souvent avec des densités bien moins grandes que celles de l'eau liquide. C'est la vapeur d'eau, du gaz d'eau. Maintenant, pour savoir ce qu'est un plasma et ce 4e état de la matière, il faut regarder d'un peu plus près la structure même de l'atome. L'atome est une entité quasi neutre. Donc ici, j'ai représenté un atome d'hydrogène et ici un atome d'oxygène. Ça veut dire que j'aurai au sein de l'atome autant de charges positives que de charges négatives. Et notamment, l'atome est constitué d'un noyau très lourd, donc ici pour l'hydrogène,
j'ai un noyau très lourd chargé positivement une fois. Et donc j'aurai un seul électron, lui très léger, 2000 fois plus léger que le noyau, qui va graviter autour de mon noyau. Pour l'oxygène, j'ai un noyau de charge plus 8. Et je vais donc avoir 8 électrons qui gravitent autour, chargés négativement. Comme j'ai affaire à des particules chargées, si j'envoie un très fort champ électrique, par exemple une impulsion électromagnétique, une impulsion laser, je vais pouvoir arracher mes électrons au noyau. On parle d'ionisation. Et lorsqu'on aura suffisamment ionisé notre matière, on va alors se retrouver avec ce qu'on appelle le plasma, le quatrième état de la matière, qui est en fait constitué d'une soupe de noyaux très lourds et chargés positivement. Dans un plasma, on va appeler ces noyaux des ions, et une soupe d'électrons. On aura généralement autant de charges positives que négatives, de sorte que, globalement, le plasma va rester quasi neutre, même si localement, je peux avoir des écarts à la quasi-neutralité, parce que mon plasma est composé de charges positives et négatives. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement l'interaction laser-plasma. Mais des plasmas, on en trouve de partout, et c'est pour ça qu'on a organisé cette école d'été Place à part. On va en trouver de partout dans l'espace, comme dans nos laboratoires, et ils vont avoir de nombreuses applications. Mais revenons-en à la recherche en interaction laser-plasma. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens du laboratoire d'utilisation des lasers intenses, qui est en fait un centre de recherche académique situé à la fois à l'école polytechnique, à Palaiseau, et à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. En plus d'être un centre de recherche académique, c'est une infrastructure de recherche qui met à la disposition de la communauté scientifique nationale et internationale 2 installations laser. La première installation est le laser Lully 2000, qui délivre des impulsions longues, du milliardième de seconde, et très énergétiques. Ces impulsions longues vont nous permettre de comprimer fortement la matière et d'étudier notamment la physique de la fusion thermonucléaire par laser, mais aussi tout ce qui est matière portée à haute densité d'énergie, par exemple pour recréer les conditions à l'intérieur des planètes. On va pouvoir aussi recréer certains scénarios qui sont importants pour l'astrophysique, et c'est le domaine dit de l'astrophysique de laboratoire, de recréer par exemple des explosions d'étoiles, des supernovae, au sein de nos chambres expérimentales grâce à ces lasers. Le deuxième laser disponible à l'heure actuelle au Lully est le laser Elphi. C'est un laser qui va fournir moins d'énergie, mais sur des temps bien plus courts, 350 femtosecondes, 350 millionièmes de milliardième de seconde. Et ce faisceau laser va être utilisé notamment pour l'accélération de particules ou la génération de sources X. Je reparlerai de ça, ainsi que des réactions, de production de réactions nucléaires. Et je vais reparler de ça parce que Apollon va nous permettre également d'étudier ces thématiques-là. Donc, Apollon, ça va être quoi? Ça va être le fer de lance de ce qu'on appelle SILEX, le Centre interdisciplinaire de la lumière extrême, qui en fait est un projet qui fédère une dizaine de laboratoires du plateau de Saclay, dont le Lully. Et SILEX va mettre en place ce laser Apollon, dont la construction a commencé il y a de ça à peu près 5 ans. Et le laser Apollon va être construit sur le plateau de Saclay, sur la commune de Lorme-des-Merisiers, à côté du synchrotron Soleil que vous voyez ici. Il va être en fait construit ici, dans les anciens locaux d'un accélérateur de particules du CEA, l'accélérateur linéaire de Saclay. Et ce qui est très bien pour nous, parce que ces locaux bénéficient de moyens de mesure de radioprotection qui seront vraiment importantes, comme on va générer des particules rapides et des rayonnements très intenses avec Apollon. Alors, pour l'instant, Apollon va être construit dans ce carré-là, et à l'heure actuelle, on est en train de finir la construction du hall laser, là où le laser va être créé, l'impulsion laser va être produite,
Et ensuite, cette impulsion sera acheminée vers l'une ou l'autre des deux chambres, des deux salles d'expérience. Donc on aura une salle d'expérience plutôt dédiée à l'accélération d'électrons, je vais revenir dessus, et une salle d'expérience qui va nous permettre de focaliser très fortement la lumière et d'atteindre les régimes de ce qu'on appelle maintenant la physique en lumière extrême. Alors pour un petit rappel, Apollon va délivrer une impulsion principale dont l'énergie est de 150 joules sur une durée de 15 millionièmes de milliardième de seconde, 15 femtosecondes, ce qui va nous amener à des puissances de l'ordre de 10 millions de milliards de watts, on dit 10 pétawatts. Le financement actuel permet non seulement de financer le développement du laser, mais aussi le développement des deux salles d'expérience, ainsi que de 3 faisceaux complémentaires qui seront utilisés pour avoir des diagnostics supplémentaires, par exemple. Et avec ce laser, on va étudier une physique qui est assez riche, et maintenant je vais vous présenter quelques exemples de cette physique. La première va concerner l'accélération de particules par laser, et notamment l'accélération d'électrons. Vous allez voir que les électrons étant les constituants les plus légers du plasma, c'est eux qu'on va principalement accélérer. Pour faire de l'accélération d'électrons, on utilise généralement des jets de gaz ou des cavités remplies d'un gaz. Et on va focaliser le faisceau laser sur ce gaz. Très vite, ce gaz va être transformé en plasma du fait de l'intensité très grande de notre faisceau laser. Alors, ce qui est important, c'est que le plasma de ces jets de gaz ou des cavités qui sont utilisées pour l'accélération d'électrons est très peu dense, de sorte que notre laser va se propager à l'intérieur du plasma. En se propageant, il va faire un peu comme un bateau ou un canard à la surface de l'eau, c'est-à-dire qu'il va exciter dans son sillage une onde particulière qui est dite onde plasma de sillage, et laquelle est associée à de très grands champs électriques, de l'ordre de 100 gigavolts par mètre. Ça veut dire, c'est en gros des champs électriques 1000 fois supérieurs à ceux qu'on peut faire avec des technologies conventionnelles dans des accélérateurs comme par exemple le LHC. Et du fait de ces forts champs électriques, notre onde plasma va en fait se comporter comme une vague et notre électron va se comporter comme un surfeur, de sorte qu'on va avoir accélération d'électrons dans cette onde de sillage. On parle d'accélération par sillage laser. Alors ici, on arrive à accélérer des électrons à l'heure actuelle jusqu'à 4 GeV. Avec Apollon, on espère atteindre les 10 GeV. 10 GeV, c'est typiquement l'énergie d'un électron qui irait à 99,99,97% de la vitesse de la lumière. Alors là, c'est pour la vue d'artiste. Le laser se propage, crée dans son sillage une onde plasma, et c'est cette onde qui va accélérer nos électrons à des vitesses très très proches de celles de la lumière. Alors, pour aller au-delà de la vue d'artiste et des petits croquis, je vous présente ici une simulation numérique. Donc ce que vous allez voir, c'est l'évolution au cours du temps. Ici, c'est le contour de notre impulsion laser, et elle se propage dans un plasma. Ce que je vais représenter en niveau de gris, ça va être la densité des électrons, et vous allez voir apparaître l'onde de sillage derrière le laser. Alors quand je vais lancer la simulation, vous allez voir le laser va se propager là, et une fois qu'il arrive à peu près à ce niveau, on va faire bouger notre boîte de simulation pour suivre notre laser, un peu comme si on suivait un bateau qui bouge à la surface de l'eau. Voilà, on commence à suivre le laser. Donc il est un petit peu déformé parce qu'il interagit, il se propage au sein du plasma, et vous voyez à l'arrière du laser la formation de cette onde plasma. Et ce qui est intéressant, c'est regarder ici le point noir qui se forme. Ce sont en fait des électrons qui vont être injectés dans cette onde plasma, et vous pouvez voir que ces électrons suivent le laser. Or, le laser se propage dans ce plasma à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que nos électrons, nous les avons accélérés quasiment à la vitesse de la lumière. Et cette accélération d'électrons est vraiment intéressante parce qu'elle elle permet de nombreuses applications. Par exemple, des collègues ont réussi
grâce à du rayonnement X généré par ces électrons lors de leur accélération, à faire la radiographie ici, vous voyez, d'une guêpe. Regardez le niveau de détail de cette radiographie X. Donc ces électrons accélérés par laser peuvent nous donner de nouvelles sources de radiographie X qui en plus peuvent être ultra brèves, donc nous donner une résolution temporelle pour nos mesures. On pourra également produire, et on peut actuellement produire de l'antimatière, notamment l'anti-électron, c'est-à-dire la particule d'antimatière correspondant à l'électron, grâce à ces électrons en les focalisant par exemple dans du plomb. Alors, dans du plomb, ici. Et actuellement, les sources les plus abondantes d'antimatière sont réalisées grâce à ce type d'expérience. Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les champs électriques associés aux ondes plasma sont immenses, bien plus grands que tout ce qu'on peut faire dans nos accélérateurs actuels. Ça veut dire qu'on va pouvoir accélérer les particules non plus sur des distances de plusieurs dizaines de mètres ou comme au LHC sur plusieurs kilomètres, mais sur des distances de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Ainsi, on va pouvoir réduire nos accélérateurs de particules et on pourra peut-être même à terme aller jusqu'à considérer faire des collisionneurs comme le LHC, mais basés sur l'accélération d'électrons par interaction laser-plasma. Alors accélérer les électrons c'est bien, mais accélérer les ions c'est aussi intéressant. Alors le problème des ions c'est qu'ils sont beaucoup plus lourds, au moins 2000 fois plus lourds que les électrons. Donc il est beaucoup plus difficile de les accélérer. Et on ne va pas utiliser généralement la méthode que je vous ai présentée plus tôt. Pour accélérer les ions actuellement dans mon laboratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on focalise notre impulsion laser non plus sur un gaz, mais sur une cible solide. Le faisceau laser, quand il arrive sur la cible, va la transformer très rapidement dans un plasma. Les électrons étant plus légers, ils vont être plus à même de réagir avec le laser et le laser va les chauffer fortement. Donc nos électrons vont être très agités de sorte que certains d'entre eux vont s'échapper de la cible et notamment à la face arrière de la cible. Comme ce sont des particules chargées positivement, ils vont créer, négativement, pardon, ils vont créer un très fort champ électrique et c'est ce champ électrique qui va rappeler les ions et accélérer les ions. Alors, à l'heure actuelle, on arrive à des énergies d'ions, de protons en fait, c'est-à-dire l'ion créé en ionisant l'hydrogène. On arrive à des énergies de protons de l'ordre de 100 mètres, ce qui correspond typiquement à des vitesses d'ions de l'ordre de 40% de la vitesse de la lumière. Et pour vous illustrer ce mécanisme, je vous présente ici une nouvelle simulation numérique où vous voyez ici la cible. Alors la cible est constituée à la fois d'ions chargés positivement et lourds, ce qu'on cherche à accélérer, et d'électrons chargés négativement. Mais pour vous montrer un peu la différence de comportement des deux, je n'ai représenté en haut que les ions et en bas que les électrons. Bien sûr, il y a des ondes de partout et des électrons de partout, mais je les ai séparés juste sur l'image. Alors maintenant, vous voyez le laser en vert et rose qui arrive sur la cible, qui chauffe fortement les électrons qui s'échappent à l'arrière de la cible, et vous commencez à avoir les ions qui se détendent. Donc on a une détente du plasma qui a été chauffé par le laser, et c'est comme ça qu'on va arriver à accélérer nos ions. Du moins, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à accélérer nos ions. Et c'est comme ça aussi qu'on est limité à cette énergie de 100 mètres, ou si vous voulez, cette vitesse de 40% de la vitesse de la lumière. Et Apollon pourrait peut-être, on le pense du moins, nous permettre de casser cette barrière des 100 mètres. Pourquoi? Parce qu'Apollon fournit des impulsions extrêmement intenses, de l'ordre de 10-22 ou au-delà watts par centimètre carré. Et associé à ces très grandes intensités est la pression du rayonnement, qui devient gigantesque. 6500 gigabars, c'est-à-dire 6500 milliards de bars. Alors 1 bar, c'est la pression de l'atmosphère dans cette pièce. 1000 bars, c'est la pression de l'eau à 11 km de profondeur, par exemple, au fond de la fosse des Mariannes. Donc vous voyez que là, on est sur 6500 millions de fois plus de pression que ce qu'on a là au fond de la fosse des Mariannes. C'est gigantesque.
quand on applique une telle pression lumineuse sur notre cible, bon, d'une part, elle est transformée dans un plasma immédiatement, mais aussi les électrons vont être poussés vers l'avant et tirer très rapidement les ions, de sorte que le laser va littéralement enfoncer la cible. Et c'est ce mécanisme d'accélération par pression de radiation qu'on espère observer sur Apollon. Et ici, vous allez voir la simulation correspondant à une impulsion d'Apollon interagissant avec une cible assez mince. Et voici ce qui se passe. Vous voyez, le laser va littéralement enfoncer la cible et accélérer les particules de la cible, les ions comme les électrons, à de très grandes vitesses. Et sur Apollon, on espère atteindre des énergies du gel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter, passer de 40% de la vitesse de la lumière à 85% de la vitesse de la lumière. Alors pourquoi fait-on ça? Parce que d'ores et déjà, dans nos laboratoires, l'accélération d'ion, on l'utilise comme un diagnostic pour ce qu'on appelle la radiographie de protons. En fait, on va pouvoir radiographier nos expériences, et ce, avec des résolutions temporelles de l'ordre de la picoseconde. La picoseconde, c'est le millième de milliardième de seconde. On va pouvoir aussi, grâce à ces particules très rapides, créer des réactions nucléaires. Et ces réactions nucléaires sont intéressantes, par exemple, pour la production de radioisotopes qui peuvent être utilisés pour l'imagerie médicale. Donc vraiment, il y a un très grand intérêt à accélérer les ions par laser. Donc, au-delà de l'accélération de particules par laser, sur Apollon, on va également essayer de générer des impulsions lumineuses encore plus courtes que notre 15 femtosecondes. On va essayer de générer ce qu'on appelle des impulsions attosecondes. Alors, comment fait-on? Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu plus tôt dans la simulation qui présentait le faisceau laser interagissant avec la cible solide, mais là, notre faisceau laser ne pénétrait pas la cible. La cible, le plasma est bien trop dense et il réfléchit une partie de notre faisceau laser. Une partie de l'énergie laser va être absorbée par les particules, l'autre partie va être réfléchie. Mais il se trouve que la dynamique des électrons dans l'onde laser incidente plus l'onde laser réfléchie est vraiment intéressante. Notamment, certains électrons vont se mettre à osciller à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, de sorte que l'onde réfléchie est en fait réfléchie par une surface qui oscille très rapidement. Et ça va donner lieu à un effet qui s'appelle l'effet Doppler. Et l'effet Doppler, pour le présenter, c'est très simple. C'est l'effet qui permet de mesurer la vitesse des voitures dans les radars routiers. Comment le radar fonctionne-t-il? Il va émettre une onde électromagnétique avec une longueur d'onde bien définie. Or, quand cette onde électromagnétique va être réfléchie par une voiture, elle va changer sa couleur, elle va changer sa longueur d'onde. Et il y a une relation directe entre le changement de longueur d'onde et la vitesse. Notamment, plus on ira vite, plus on aura un changement de longueur d'onde important. Et c'est comme ça qu'on pourra mesurer la vitesse de la voiture. Alors ici, il va se passer exactement la même chose sur notre faisceau réfléchi. Mais non seulement on va changer la longueur d'onde, on va passer typiquement pour Apollon d'un laser avec une longueur d'onde dans l'infrarouge de 1 micron à des longueurs d'onde dans le rayonnement XUV. Et surtout, on va générer des trains d'impulsion extrêmement brefs, de l'ordre de quelques dizaines à la centaine d'attosecondes, l'attoseconde étant 1 millième de femtoseconde. Alors je présente ici rapidement une simulation qui illustre ce processus. Vous voyez ici la densité électronique, et je ne représente plus ici le laser, mais juste les trains, les impulsions attosecondes qui sont dues à la réflexion du laser sur ces structures qui bougent à une vitesse proche de celle de la lumière. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir des impulsions toujours plus courtes? Parce que la dynamique des électrons autour des molécules est typiquement sur des durées de l'ordre de la centaine d'attosecondes. Donc si on a des impulsions lumineuses plus courtes, on va pouvoir prendre des photos extrêmement rapides et avoir des caméras ultra rapides, par exemple, pour étudier la chimie.
Alors Apollon, ça va être un nouvel outil pour étudier l'accélération de particules, pour avoir ces nouvelles sources ultra rapides, mais ça va être aussi un outil extrêmement intéressant pour des études de physique fondamentale, et notamment pour recréer de l'antimatière dans nos laboratoires. Alors pour introduire l'antimatière, il faut retourner un peu plus tôt dans l'histoire et retourner au début du XXe siècle, notamment avec Einstein, qui propose en 1905 sa théorie de la relativité restreinte et sa célèbre équation E égale mc2, qui dit qu'à toute quantité de masse m est associée une énergie colossale E. Il faut aussi, au-delà de la relativité restreinte, parler un petit peu de mécanique quantique, et notamment de ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Werner Heisenberg, qui est un physicien allemand, est l'un des pères fondateurs de la mécanique quantique. Et ce que dit la mécanique quantique, entre autres, une fois de plus, c'est que dans le monde microscopique, par exemple si on prend un électron, on ne pourra pas savoir parfaitement à la fois sa position et sa vitesse. Soit on connaîtra sa position avec une grande précision, auquel cas on ne pourra pas connaître sa vitesse, soit on connaîtra sa vitesse avec une grande précision, mais on ne saura pas alors exactement où il se trouve. Et ce principe d'incertitude est quelque chose de vraiment fondamental. Ce n'est pas une question de précision de vos instruments de mesure. C'est une limite fondamentale. Vous ne pouvez vraiment pas savoir. Et ce que dit également ce principe d'incertitude, qui est écrit ici, c'est par exemple que si je regarde un point de l'espace, pendant un temps delta t, je ne pourrai connaître l'énergie qui est dans ce point de l'espace que avec un delta E, donc avec une précision delta E, plus ou moins temps d'énergie, que tel que le produit delta E par delta T est plus grand que cette quantité-là, h bar sur 2, h bar étant la constante de Planck. Alors dans notre vie de tous les jours, la constante de Planck est extrêmement petite en fait. C'est une constante fondamentale de la physique et elle est extrêmement petite, de sorte que dans la vie de tous les jours, dans le monde macroscopique, il n'y a pas le principe d'incertitude ne s'applique pas, on ne le ressent pas. Par contre, du moment qu'on va regarder des phénomènes microscopiques, il va devenir vraiment important. Alors ça, c'est deux théories. La théorie de la relativité restreinte décrit la dynamique des corps se mouvant à des vitesses proches de la lumière. La mécanique quantique, haute théorie, décrit le monde du microscopique. Mais jusqu'en 1925, les deux théories n'étaient pas compatibles. Et notamment lorsque les physiciens essayaient d'appliquer la mécanique quantique pour décrire l'électron lorsqu'il se meut à des vitesses très rapides, arrivaient à des problèmes. Ils n'arrivaient pas à reproduire les résultats expérimentaux. Il faudra attendre en fait 1928 et un troisième physicien, Paul-Adrien Dirac, qui est cette fois un physicien anglais, qui va être le premier à donner une théorie relativiste et quantique de l'électron, c'est-à-dire une description de l'électron qui prend en compte non seulement sa nature quantique, mais qui permet également de décrire le comportement de l'électron lorsque sa vitesse approche celle de la lumière. Alors ici, j'ai reproduit l'équation de Dirac. Je ne vais pas trop la commenter. Ce que je vais dire, c'est que non seulement cette équation permet à Dirac de décrire le comportement de l'électron, mais en plus, elle lui apporte une nouvelle solution. Et cette solution décrit en fait une particule très similaire à l'électron, la même masse que l'électron, qui se comporterait exactement comme l'électron, mais qui aurait une charge opposée à l'électron. Et Dirac était tellement confiant dans sa théorie qu'il postule dès lors l'existence de ce qu'on appelle l'antimatière, en outre ici l'antiélectron qu'on appelle aujourd'hui le positron. Et ce qui est intéressant, c'est que cette particule d'antimatière, quand elle va interagir, elle va rencontrer un électron,
on va avoir annihilation de matière et d'antimatière. Bien sûr, comme on a de la masse, 2 fois la masse de l'électron, vu que la masse du positron est la même, cette masse va être transformée en énergie pure par la relation E égale mc2, c'est-à-dire on va avoir émission de lumière avec l'énergie correspondant à la masse des antiparticules. Alors depuis, on sait que pour toute particule, il existe une antiparticule. Donc ça ne s'arrête pas juste à l'électron. Alors, suite à ces découvertes, en fait, on a été amené à totalement repenser la nature même du vide. En physique classique, le vide serait l'absence totale de matière et d'énergie. Dans le cadre de la théorie quantique et relativiste, on ne peut plus penser comme ça. En effet, le principe d'incertitude nous dit qu'on ne peut pas savoir sur des temps très courts quelle est la quantité d'énergie dans une région de l'espace. Comme on a équivalence entre matière et énergie via E égale mc2, ça veut dire que sur des temps très courts, on peut avoir création de matière et d'antimatière, de masse, par la création de matière et d'antimatière qui vont apparaître de manière totalement aléatoire. Et donc on va avoir création de matière, antimatière, d'électrons et de positrons, et réannihilation sur des temps très brefs. On parle de fluctuations quantiques. Mais comme électrons et positrons sont des particules chargées, et ça devient intéressant, c'est quand on envoie une onde de lumière sur ces particules, sur ces fluctuations quantiques. En effet, si l'intensité de la lumière est suffisamment grande, les champs électriques associés à l'onde électromagnétique, l'onde de lumière, vont être suffisants pour arracher les électrons et les positrons du vide. Un peu comme lorsqu'on ionise un atome avec un laser. On va ainsi pouvoir créer des plasmas, non plus constitués d'ions et d'électrons, mais de positrons et d'électrons, c'est-à-dire de matière et d'antimatière. Alors on peut calculer théoriquement l'intensité nécessaire pour observer ce mécanisme, et l'intensité de l'ordre de 10 puissance 29 watts par centimètre carré. C'est ce qu'on appelle la limite de Schwinger, et c'est à peu près 1 million de fois ce qu'on peut faire avec le laser Apollon. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement sur Apollon, nous avons accès à des impulsions de très grande intensité, même si pas suffisantes, mais on a également accès à des particules extrêmement rapides et des électrons ultra-relativistes, c'est-à-dire des électrons qui vont aller quasiment à la vitesse de la lumière. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on va envoyer ces électrons sur l'impulsion laser d'Apollon. Pourquoi? Parce que tout va se passer pour cet électron, s'il a une énergie de 1 gèle, tout va se passer pour cet électron comme si l'intensité qu'il ressentait était 4 millions de fois l'intensité réelle du laser. Ainsi, ce facteur 1 million qui nous manquait sur l'énergie, on le retrouve. Et ce qui va se passer, c'est en fait que notre électron va émettre un rayonnement, qui est un rayonnement électromagnétique, un rayonnement gamma. Donc on va avoir des photons de très grande énergie, de très petite longueur d'onde. Et ces photons vont réinteragir avec l'onde laser et mener à la production d'un électron et d'un positron. On va donc pouvoir créer de la matière et de l'antimatière dans ce scénario-là. Et donc, dès qu'on aura Apollon disponible à pleine puissance, ce qu'on va faire, c'est exactement ça. On va d'une part accélérer à l'aide d'un des faisceaux les moins intenses d'Apollon, même si ça reste très intense, 1 pétawatt, on va accélérer des électrons pour essayer de former un faisceau d'électrons relativistes avec des énergies de l'ordre de quelques gèles. Donc on va être à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière. Et ce faisceau d'électrons, on va l'envoyer contre l'impulsion principale d'Apollon qui sera tirée à pleine intensité. Et donc, on espère comme ça créer à la fois de la matière et de l'antimatière. Alors, pourquoi espère-t-on? Parce qu'on a des simulations numériques qui nous permettent d'espérer ça. Alors ici, je présente une nouvelle simulation. Alors vous verrez ici le laser qui se propage vers la gauche. Et ici, c'est le faisceau d'électrons créé par une autre impulsion du laser Apollon.
quand les deux vont se rencontrer, vous allez voir que de nombreux photons, donc des particules de lumière cette fois très énergétiques, on parle de photons gamma, vont être générés, et après un petit temps, vous allez voir qu'on va créer un peu d'électrons. Alors ça sera difficile à voir pour les électrons, mais ça sera bien plus facile à voir pour les positrons, parce qu'on part de 0 positron. Donc lançons la simulation. Le faisceau d'électrons commence à interagir, rayonne des photons gamma, et ici vous voyez un nombre très important de positrons qui commencent à être créés. Et donc, cette simulation prédit en outre qu'un nombre extrêmement important d'électrons et positrons vont être créés, mais qu'en plus, la densité du nuage d'électrons et de positrons qui va être créé va être suffisamment dense pour être dans ce qu'on appelle un état plasma. Donc, j'en viens maintenant à mes conclusions. Donc, quelques mots sur Apollon. Donc, c'est un laser en cours de construction. Le début de la construction a commencé en 2013. Il s'agissait surtout de transformer les anciens locaux de l'accélérateur linéaire de Saclay en une salle blanche, donc une salle très propre pour y accueillir notre laser. Donc, réception du bâtiment en 2015. Depuis, le laser a été développé. En juin dernier, l'énergie de 30 joules, c'est 1/5 de l'énergie totale, a été atteinte. Donc il nous reste un étage d'amplification à mettre en place pour arriver aux 150 joules. Et le faisceau de durée de 18 femtosecondes a été produit. Donc si on considère cette énergie et cette durée, on arrive typiquement à des puissances de l'ordre du pétawatt. Donc, à l'automne 2018, il va y avoir ce que les ingénieurs appellent la qualification du laser 1 pétawatt dans les deux salles d'expérience, donc la salle pour l'accélération d'électrons et la salle où on va faire l'accélération d'ions et tout ce qui est physique extrême, création d'antimatière, et ainsi de suite, qui sont actuellement en cours de développement. Et on espère l'année prochaine, début 2019, pouvoir faire les premières expériences 1 pétawatt, et en même temps on aura une montée de puissance du laser pour atteindre d'abord 3-4 pétawatts, puis les 10 pétawatts qui sont vraiment l'objectif du laser Apollon. De sorte qu'en 2020, le laser sera ouvert comme une infrastructure de recherche disponible à la communauté scientifique, qu'elle soit nationale et internationale. Alors, je voulais dire aussi un petit mot, parce que moi je travaille plus sur la partie théorie et simulation, et vous ne voulez vraiment pas m'avoir dans une salle d'expérience. Mais vous pourriez me demander comment sait-on ce qu'on va faire avec Apollon alors qu'on n'a pas encore le laser. Mais il faut dire qu'en parallèle des développements expérimentaux qui sont en cours, on peut faire du calcul théorique, c'est-à-dire des modèles théoriques qui vont décrire ce à quoi on s'attend. Bien sûr, quand on fait des modèles théoriques, on est obligé de faire certaines hypothèses pour pouvoir résoudre nos équations typiquement, et ces hypothèses seront confirmées ou infirmées par l'expérience. Mais si on ne souhaite pas attendre l'expérience et aller un peu plus loin dans la théorie, on peut utiliser les superordinateurs, ou les ordinateurs en règle générale, pour faire ce qu'on appelle de la simulation numérique. Et je vous ai montré quelques exemples de simulation numérique un peu plus tôt dans la présentation. Alors, juste pour vous dire un petit peu, les simulations numériques qu'on fait, une simulation va demander de 100 000 à 1 million d'heures de calcul. Donc si on utilise un seul processeur, il va nous falloir attendre 10 à 100 ans. Sachant que la durée d'une thèse est de 3 ans, et qu'on est quand même curieux, on n'a pas envie d'attendre 10 ans avant de voir ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait utiliser des supercalculateurs qui vont nous permettre d'utiliser des milliers, voire des dizaines de milliers de processeurs pour résoudre notre problème. Et donc, on a de nombreux supercalculateurs. Et en fait, je pense que c'est assez général en physique. Si on veut vraiment avancer, on va toujours avoir cette approche qui mêlera théorie, simulation et expérience. Voilà. Merci de votre attention.
question de la physique des très hautes énergies. Je suppose que bon, si on vous a suivi jusque-là, il doit y avoir aussi de nombreuses questions. Oui. On va poser une double question. Mon voisin avait la question du coût, dis-moi, de l'énergie consommée. Donc, alors, pardon. Oui. Donc, le coût, l'installation laser avec les chambres expérimentales, c'est environ 30 millions d'euros qui ont été investis sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années, donc par l'État et la région également. Après, sur l'énergie, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que vous parlez de gigawatts, oui. Mais alors, imaginez que c'est sur des temps très courts. Donc, l'énergie de l'impulsion, ça va être la centaine de joules. Bien sûr, ce n'est pas un processus très efficace de former le laser, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de beaucoup plus que 100 joules d'énergie électrique. Par contre, je ne saurais pas vous dire quelle est vraiment la consommation. Disons qu'on n'a pas de centrale nucléaire à côté pour alimenter notre laser. Mais je ne pense pas qu'il soit branché non plus sur une prise de 120 volts. Oui, pardon. Oui, moi j'aurais une question un peu naïve peut-être. Je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer le vide quantique comme étant finalement la cinquième état de la matière? Parce qu'on parle d'énergie sombre, de matière sombre, etc. On ne sait pas tout, du tout. Non, alors, oui. Alors là, j'ai un peu de mal à répondre. Disons qu'en moyenne, il reste toujours zéro énergie. Alors après, je ne sais pas si... Je pense avoir lu que certains considéraient en cosmologie cette énergie du vide. Je ne saurais pas dire si ça a un lien avec ces fluctuations quantiques ou pas. Et surtout, je ne saurais pas dire à quel point nos connaissances sont sûres dans ce domaine. Et ce que je sais, c'est que pour l'instant, par exemple, pour ce qui est de la matière noire, par exemple, on ne pense pas aux fluctuations du vide, on va plutôt aller chercher d'autres types de particules. Maintenant, mes connaissances sur ce sujet particulier ne sont pas plus avancées que ça. Vous savez s'il y a d'autres expériences dans le monde avec des lasers comme les vôtres? Oui, alors, oui, je ne l'ai pas mentionné. Vous ne pouvez pas dire ce que ça va donner, mais peut-être que dans d'autres endroits du monde, ça a déjà... Alors, pour l'instant, la puissance maximale, le laser le plus puissant du monde, à l'heure actuelle, est un laser en Corée du Sud qui atteint 3 à 4 pétawatts. Donc, des énergies de l'ordre du tiers de ce qui pourra être fait avec Apollo. À l'heure actuelle... Il fonctionne à l'heure actuelle? Il fonctionne. À l'heure actuelle, il y a également un laser... en Angleterre, qui fonctionne plutôt à des puissances de l'ordre du pétawatt, qui a permis de recréer de l'antimatière, mais par l'accélération d'électrons. Et ces électrons, ensuite, vont aller créer de l'antimatière par des réactions en interagissant avec des noyaux d'atomes lourds et de plomb. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dans des régimes où on va avoir création d'antimatière vraiment par l'interaction d'électrons rapides avec des lasers. Mais donc il y a le projet Apollon qui devrait nous permettre d'atteindre le premier des 10 pétawatts d'ici 2 ans typiquement. Et il y a aussi un très gros projet européen qui est le projet ILAI pour ces infrastructures de la lumière extrême qui prévoit les bâtiments au moins sont en train de sortir de terre, la construction de 3 très gros centres laser. Donc c'est en Europe, il y aura un centre en République tchèque, un centre en Hongrie et un centre en Roumanie, où on va combiner des lasers 10 pétawatts type Apollon, mais on va en combiner plusieurs
les uns avec les autres, jusqu'à 10 lasers ensemble. Donc il y a toute une dynamique qui s'est développée, et beaucoup en Asie du Sud-Est et en Europe. Les États-Unis, là-dessus, restent un petit peu plus à la traîne. Ils ont des militaires, Oui, alors c'est des lasers beaucoup plus énergétiques, mais qui délivrent l'énergie sur des temps plus longs. C'est ces fameux lasers nanosecondes. Donc où il y a des applications plus militaires ou pour la fusion par laser. On a aussi en France le projet laser mégajoule que j'ai mentionné rapidement. On va avoir des lasers très énergétiques, donc de l'ordre du mégajoule justement, mais qui va délivrer cette énergie dans ce qui est pour nous des impulsions longues de l'ordre de quelques nanosecondes. Est-ce qu'on pourrait s'en servir comme arme dans des inventions, ce qu'avait pas prévu Einstein par exemple? Je sais pas, j'y connais rien. Mais je trouve ça à la fois fascinant et en même temps, quand on n'y connaît rien, c'est un petit peu angoissant en fait. Je trouve. Il faudrait vraiment que notre ennemi vienne se mettre exactement au centre de la chambre expérimentale. Non, c'est des lasers qui sont... Donc le laser Apollon, je ne sais pas si vous avez vu, c'est 700 mètres carrés de... Le hall laser, donc là où le laser est produit, c'est un bâtiment assez important, 700 mètres carrés. On doit transporter le faisceau dans le vide, parce que sinon il claquerait, il ioniserait l'atmosphère, l'air ambiant, et ne pourrait pas se propager. Donc il n'y a aucun risque d'utiliser l'impulsion du laser à des fins militaires. Après, c'est vrai qu'on pourra toujours trouver une application militaire aux études qui sont faites. De même qu'on pourra trouver beaucoup d'utilisations pacifistes. Et ça reste un centre de recherche académique. Vous avez évoqué donc des applications militaires, ou bien on a posé des questions sur les applications militaires, mais au cours du chemin de cette recherche, il y a d'autres applications dont vous avez évoqué un petit peu vous avez un petit peu évoqué comme des applications médicales, mais peut-être pouvez-vous élargir un petit peu le type d'application? Alors oui, les applications. Alors par exemple médicales, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la proton-thérapie, mais c'est d'envoyer des protons, c'est-à-dire des ions particuliers qui se trouvent être les noyaux de l'atome d'hydrogène, d'envoyer ces particules sur une tumeur pour détruire la tumeur. Alors, il est possible de faire de la radiothérapie avec du rayonnement lumineux, mais l'avantage des protons, c'est qu'on va pouvoir, avec les protons, déposer l'énergie de manière bien précise au niveau de la tumeur pour essayer de détruire cette tumeur. Alors, les centres de proton-radiographie, il y en a très peu. C'est des centres qui coûtent très cher parce que la technologie de l'accélérateur de protons est un instrument assez gros, assez coûteux. On pourrait, avec les lasers, on pense avec les lasers pouvoir accélérer des protons pour faire justement ces applications-là. On en est quand même encore très loin parce qu'on n'arrive pas à avoir de bonne qualité de faisceau pour l'instant. Et on a encore ce problème qu'il nous faudrait des énergies 2 à 3 fois plus grandes que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Par contre, ces mêmes protons tels qu'on arrive à les accélérer aujourd'hui, ils peuvent être utilisés pour induire des réactions nucléaires et créer ce qu'on appelle des radioisotopes. C'est des éléments radioactifs, mais qui sont utilisés en médecine, qu'on va injecter à un patient parce qu'ils vont permettre d'émettre des particules. Ils vont s'agglomérer, par exemple, au niveau de la tumeur, émettre des particules depuis cette tumeur, et éventuellement détruire la tumeur, mais plutôt on va les utiliser pour imager la tumeur. Le problème qu'il y a, c'est que ces radioisotopes, à l'heure actuelle, on va les produire, par exemple, dans des centrales nucléaires ou dans des labos de recherche, et il faut les amener jusqu'à l'hôpital. En cours de route, on va en perdre plein, parce que la radioactivité fait que les éléments disparaissent petit à petit. Là, si on arrive à faire une source de radioisotope avec un laser qui soit bien petite, elle pourrait tenir à l'hôpital et permettre la production in situ de ces radioisotopes, de sorte qu'on pourra les utiliser directement après
pour l'imagerie ou le traitement. Donc ça, c'est parmi les applications médicales, ce que je vois. Après, il y a toutes les applications, bien sûr, technologiques, ou encore, pour nous, pour nos applications fondamentales, comme ces nouveaux diagnostics de radiographie X extrêmement rapides. Une application en recherche, j'ai vu que la réflexion du faisceau laser sur le plasma permet d'avoir des pulses encore plus courts, hein, et donc sans doute des mesures ultra rapides de réaction chimique, par exemple. Voilà. Ça va être un outil pour la chimie, sans doute. Exactement. Ah oui, c'est... À l'heure actuelle, donc, il y a eu production de ces pulses attosecondes dans des jets de gaz, par des atomes. Nous, mes collègues qui ont développé cette technique par interaction laser-plasma, à l'heure actuelle, ont réussi à produire des impulsions très courtes et ils arrivent à des niveaux de contrôle de l'interaction laser-plasma tels qu'on est obligé de leur demander, quand ils nous présentent leurs résultats, si c'est des résultats expérimentaux ou des résultats de simulation numérique. Et maintenant, ce qu'ils commencent à considérer, c'est justement d'aller sonder la matière avec ces flashs de lumière extrêmement courts, de sorte que, voilà, exactement, on va pouvoir aller imager les déformations de molécules sur les temps caractéristiques de la chimie. Alors là, il y aura tout un tas d'applications pour aussi certainement la médecine, pour essayer de voir comment, par exemple, un virus, une protéine va attaquer un virus, comment les choses vont se passer. Je ne sais pas si ça se fait dans des échelles de temps aussi courtes, l'attaque de ça risque d'être... Non, le réarrangement au niveau moléculaire, plutôt. Les réactions enzymatiques. Est-ce qu'on peut imaginer de faire de la fusion nucléaire comme dans le Soleil? C'est-à-dire de produire de l'énergie à partir d'hydrogène, d'hélium, etc., et de faire ce type de fusion nucléaire? Oui. Alors on peut l'imaginer, on peut essayer de le faire, et on a essayé de le faire. Enfin, les Américains pour l'instant et les Français essayent. Alors je suis très content que vous me posiez cette question parce que j'ai une jolie animation pour vous présenter ça. Donc en fait, j'ai piqué ça aux Américains. Notamment aux personnes qui travaillent sur le National Ignition Facility, qui est l'équivalent américain du laser mégajoule. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre une petite sphère contenant de l'hydrogène, deux types particuliers d'hydrogène qui s'appellent deutérium et tritium, et on va les enfermer dans une sphère de 1 mm de diamètre. Et on va venir comprimer cette sphère grâce au laser. Alors pour ça, on a besoin de comprimer la sphère pendant des temps suffisamment longs, de l'ordre de 10 nanosecondes. Donc on va avoir besoin de lasers assez longs. 10 nanosecondes, donc 10 milliardièmes de seconde. On est donc à peu près 1 million de fois plus long que Apollo. Et on a surtout besoin de beaucoup d'énergie pour comprimer ça. Et donc, on va utiliser en fait à peu près 200 faisceaux laser. Donc c'est une installation assez gigantesque qui fait plus de 300 mètres de long. Et ces 300 faisceaux laser, qui ont une taille typiquement avant focalisation de 40 par 40 cm, vont être focalisés à l'intérieur d'une chambre expérimentale de 10 mètres de diamètre dans une toute petite cible. Donc ici, ça fait à peu près 2 cm. C'est une cavité d'or. Le laser va chauffer l'or. L'or très chaud va commencer à rayonner dans le domaine des X. Ces X vont brûler les couches externes de la cible et vont détendre la cible vers l'extérieur. Mais ce faisant, on va vraiment pouvoir aller comprimer le cœur de la cible. En comprimant, on va atteindre des conditions de température et de pression telles que les réactions thermonucléaires vont se déclencher et on espère pouvoir tirer plus d'énergie de ces réactions nucléaires qu'on a mis d'énergie laser. Alors attention, à l'heure actuelle, on essaye d'obtenir plus d'énergie thermonucléaire que d'énergie laser. Pas encore que d'énergie électrique pour alimenter le laser. Donc c'est encore une thématique de recherche.
ça devient plus compliqué dans les faits parce que les Américains qui ont construit ce laser espéraient pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'allumage en 2012 et ils ont rencontré des problèmes. La physique, justement, la physique des plasmas et de l'interaction laser-plasma est plus compliquée que ce qu'ils pensaient. Et donc, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire l'allumage, c'est-à-dire à avoir plus d'énergie thermonucléaire que d'énergie laser. Mais c'est une thématique de recherche qui continue et le projet Laser Mégajoule en France cherche à faire exactement ça. Vous développez des outils aussi pour visualiser ces choses-là, parce que femtoseconde, c'est... Alors oui, justement, soit on va regarder alors pas sur la femtoseconde, mais sur la picoseconde, les protons, donc les ions qu'on a accélérés, comme ils sont sensibles aux champs électriques et magnétiques, c'est des particules chargées, ils vont être sensibles aux champs électriques et magnétiques qui se développent pendant l'interaction laser-plasma. Donc quand on va tirer ces protons dans notre expérience, on va pouvoir aller radiographier ce qui se passe, sonder les champs électriques et magnétiques, et on va pouvoir avoir des résolutions de la picoseconde, donc c'est 1000 fois plus que la femtoseconde, mais pour certaines études, c'est suffisant. Après, dès qu'on va vouloir aller sonder des choses plus courtes, on va pouvoir utiliser que la lumière pour ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sources de lumière extrêmement brèves pour prendre des photos, comme si vous voulez, avec un flash de ce qui est en train de se passer. C'est clair ? Oui. Mais on pourra faire ça qu'avec des techniques... Il n'existe pas encore. Non, c'est en cours de développement. Donc des caméras ultra rapides commencent à être développées, mais elles fonctionnent avec ces impulsions extrêmement courtes. Donc il y a tout un tas de technologies qui est développée, que ce soit de l'imagerie ultra rapide, des nouveaux diagnostics, par exemple, comment détecter les photons gamma qui vont être créés sur Apollon, comment détecter nos particules d'antimatière. Tout ça, c'est un travail, il y a un énorme travail de développement de technologies pour créer le laser, mais aussi pour créer les diagnostics qui vont nous permettre de mesurer ce qu'on doit mesurer dans nos expériences. Et encore une fois, il y a aussi des développements technologiques sur le développement d'outils de simulation pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans nos expériences. Oui, je veux savoir comment se situera Apollon par rapport au CERN ou au Ganymède. Est-ce que ça remplacera? Est-ce que ça complétera? Non. Alors, donc le CERN et le Ganymède sont deux accélérateurs de particules. Le Ganymède est un accélérateur d'ions lourds pour des études notamment de physique nucléaire. Et le CERN, c'est notamment avec le LHC, un des accélérateurs qui permet d'atteindre les plus grandes énergies pour faire collisionner des particules à très grande vitesse. Donc Apollon, c'est un instrument de recherche qui va nous permettre d'étudier de possibles futures voies d'accélération de particules. Mais on va rester à des énergies sur Apollon qui seront bien moindres que tout ce qui pourra être fait avec le Ganymède et le CERN. Donc ça reste une infrastructure de recherche. On va pouvoir certainement avoir de l'accélération de particules. Non, c'est certain qu'on aura de l'accélération de particules, mais on ne va pas être à un niveau de contrôle ni à un niveau d'énergie tel qu'on a à l'heure actuelle au CERN et au Ganymède. Donc ça reste de la recherche et du développement. Mais le CERN restera là, et le Ganymède, je pense aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à voir les quarks ou à entrer dans la structure du proton? Alors, oui, mais ça c'est les gens du CERN. Nous, on n'est pas au niveau d'énergie qui nous permettent de faire ça. Par contre, j'ai des collègues qui déjà
commence à se poser la question, est-ce qu'on pourra faire un collisionneur d'électrons-positrons avec des lasers pour étudier d'autres effets? Alors ce n'est pas des effets tels que dans les collisions de protons, ça va être des effets liés à ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, mais pour lesquels même à l'heure actuelle on a des problèmes théoriques, on ne sait pas comment résoudre les équations, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc ça commence à être considéré, mais ça reste encore très spéculatif, on n'a pas encore le niveau d'énergie requis pour ça. Donc Apollon c'est un pas en avant dans cette direction, mais il restera de nombreux pas à faire. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.